Amis du lundi, plus que jamais hardi. Bonsoir et bienvenue pour un rendez-vous de la réinformation qui sera encore une fois consacré aux élections, cette fois-ci au second tour, vous l'aurez imaginé. Et je tiens à le noter parce que c'est tout de même assez exceptionnel, en moins de 24 heures en tout cas, vous avez été extrêmement nombreux, chers auditeurs, à m'écrire ou à laisser des messages au secrétariat pour donner votre sentiment sur ce second tour. Et les mots qui reviennent le plus sont coup de massue, déception, abattement, dégoût, mais aussi envie de revanche ou victoire volée. On voit dans vos messages une détestation, en tout cas assez claire, d'Emmanuel Macron et de ses émules, de sa politique en tout cas, mais peut-être aussi du personnage, il faut être honnête. Une peur de l'extrême gauche, de ses violences physiques et morales, de ses manœuvres pour nuire aux patriotes. Certains d'entre vous me demandent si Radio Courtoisie est en danger et c'est une question qu'il faudra se poser, j'espère, le plus tard possible, même s'il faut y réfléchir néanmoins dès maintenant. Et on note également surtout une peur donc, de l'immigration de masse, du déchaînement de l'insécurité, insécurité de droit commun ou insécurité institutionnalisée, comme on l'a vu hier lors des émeutes à Paris et des affrontements avec la police. Et puis, peur également de l'effondrement du pouvoir d'achat lié à la situation de la France, voire pire, à un gouvernement d'extrême gauche. Alors, pour en revenir à l'analyse du second tour, victoire volée m'a semblé être le terme le plus adapté à la situation, le plus adéquat, puisque nous voyons une France majoritairement de droite qui sera bientôt gouvernée, donc soit par l'extrême gauche, enfin en tout cas une France où l'influence de l'extrême gauche, qui pèse à peu près 20%, si on assemble LFI, le PC, et 20% si on y ajoute les écologiques, elle reste objectivement très en deçà de son poids électoral. Enfin, son influence est largement au-dessus de son poids électoral, même si, d'après ce qui s'est passé cet après-midi, on a l'impression que nous allons aussi tranquillement vers un bloc centriste qui irait des socialistes à LR. On verra si c'est votre avis également. Tout ça, pourrait-on dire. Ça serait quand même assez cocasse. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons vécu en direct un tour de passe-passe politicien, une prise d'otage démocratique, et donc victoire volée à qui, par qui, pourquoi, avec quelle perspective d'avenir pour les Français. Y a-t-il encore de l'espoir et des raisons d'espérer pour les patriotes ? Eh bien, ce sont ces questions essentielles auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir avec les dépités, non pas les élus, mais avec les dépités de la réinformation. Philippe Ménard et non pas Françoise, donc à mes côtés. Oui, c'est très clair. Je précise. Oui, parce qu'on se ressemble beaucoup. Oui. Philippe Ménard, donc directeur de Politique Magazine. Arnaud Guyot-Janin, journaliste écrivain. Bonsoir. Benoît Aglon, journaliste, chroniqueur, patron d'émission à Radio Courtoisie. Patron d'émission pour le Libre Journal des Artisans, première partie. Absolument. Bonjour à tous. Xavier Van Liert, journaliste. Et bonsoir. Adrien Renoir, journaliste également. Bonsoir avec à tous. Stéphane aux commandes. Et vous-même, donc chers auditeurs, qui pouvez nous écrire à tous vos courriels donc à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou envoyer des messages en appelant au secrétariat au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Voilà, donc envoyez-nous vos messages, vos impressions, vos questions, et nous les lirons à l'antenne avec plaisir. Alors, spécial second tour, j'ai l'impression, en tout cas ce fut mon cas, que cela a été une surprise pour tout le monde. Alors j'avoue que je n'avais pas du tout envisagé un tel résultat. J'imaginais un tassement du RN, mais gardant une majorité relative. J'étais dans une banalité totale. Et c'était la banalité que les instituts de sondage donnaient encore 6 heures avant les résultats. Bon, vous êtes gentil. Merci Philippe. Et dès le premier tour d'ailleurs aussi. Oui. Et je voyais surtout aussi un bloc macroniste extrêmement affaibli, véritablement écrasé entre le RN et le Nouveau Front Populaire. Et les résultats, manifestement, n'ont pas été conformes à cette vision audacieuse. La plupart des instituts donnaient quand même sur la fin la gauche très haut, assez proche du RN, mais c'est vraiment la capacité du bloc central à rester une grande force qui a surpris tout le monde. Oui.
Alors ça, on aura peut-être des explications justement tout à l'heure. Et pour les erreurs, rappelez-vous aussi, pour ceux qui ont suivi, vers 18h30, à la fermeture des bureaux de vote ruraux, vous avez Ipsos qui a publié un sondage qui a été ensuite entièrement démenti. Absolument. Ah Donc, oui, c'était alors le là, bazar généralisé. entre 18 et 19 heures, on a vu surgir des sondages officiels et de grands instituts, qui ne se trompent d'habitude pas plus que d'habitude. les autres avec d'habitude. Mais là, ils se trompaient vraiment très fort. Et donc, c'était assez étonnant. Donc, 66,7% de participation, ça, c'est à peu près sûr. Le nouveau Front Populaire arrive en tête avec 178 sièges, pour ceux qui l'ignoreraient encore. Ensemble, donc, c'est-à-dire Renaissance et Modem, font... Et Horizon. Et Horizon, exactement. Réunissent 150 élus. Le RN allié à certains LR, 143 élus. LR seul, 60 à peu près. Et quelques divers autres, une grosse dizaine. Voilà. Alors, on a quelques nouvelles des amis de Radio Courtoisie. Alors, malheureusement, on déplore la défaite de nos amis donc Pierre Gentillet, d'Agnès Marion, de Nicolas Dupont-Aignan également. Là, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris parce que si je pensais qu'il y en avait un inamovible, j'aurais vraiment parié sur lui. Mais lui-même disait juste entre les deux Arnaud. tours qu'il avait peut-être, ça allait se jouer peut-être à 40 ou 50 voix. Donc il était lui-même pas sûr de passer, c'était juste. Xavier Van Lierde. Il a été plombé par le maintien d'un candidat divers droite LR compatible, alors qu'il était opposé à un LFI pur jus. Donc Dupont-Aignan est vraiment une victime, et la cible d'une vendetta de la part de ses anciens amis de l'UMP à l'époque. Ouais. Absolument navrant. Et on peut se réjouir en revanche de la victoire d'un autre ami qui est Thibaut Monnier, président de l'ICEP, qui lui a été brillamment réélu dans la Drôme dans le cadre d'une triangulaire. Donc ça, il y a au moins une bonne nouvelle. Alors, messieurs, est-ce que l'on peut essayer de répondre à les causes, est-ce qu'on peut définir les causes et les définir aussi, pointer les responsables de cette victoire volée? Donc un RN qui passe, je le rappelle, de 88 députés dans l'ancienne législature à 143. Alors, si on est optimiste, on se dit ça double. L'ennui, évidemment, c'est qu'on en projetait jusqu'à 280 il y a une semaine. Alors, comment expliquez-vous cela? Alors c'est Arnaud le Gueugena. verre à moitié vide ou à moitié plein, comme vous le dites. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 50% des voix entre les deux tours et à l'issue du deuxième tour en faveur du Rassemblement national. Mais comme il était convenu qu'il pourrait y avoir soit une majorité relative, soit une majorité absolue et que nous n'avons ni l'une ni l'autre, on peut estimer que c'est un échec. Alors tout dépend évidemment de quel parti on fait partie, si j'ose dire. Je crois qu'il y a plusieurs éléments qui permettent de répondre à cette réalité qui a fait que le RN n'a pas fait le score souhaité, souhaitable, etc. Ce sont 2-3 petites choses que je voudrais énoncer. Je le dis d'autant plus que je ne pense pas faire l'unanimité autour de ce micro, ni même peut-être avec Xavier Van Lierde, mais je crois que c'est important de le signaler. Alors, on va parler nécessairement de la mauvaise campagne entre les deux tours du RN, qui n'a pas su être dynamique, conquérant, décomplexé, comme a pu l'être par exemple la gauche et l'extrême gauche, qui étaient beaucoup plus dans une dynamique et une vitalité politique beaucoup plus forte que le RN. Mais je crois surtout que la vraie raison du front républicain qui s'est mis en place et qui résiste toujours, ou qui est toujours victorieux par rapport au RN, et ce que fut le FN ou de Jean-Marie Le Pen, même s'il y a eu des diabolisations depuis, par Marine Le Pen, c'est toujours quand même ce front républicain qui se met en place et qui coalise toutes les forces politiques du système, alliés un jour, étrangers le lendemain, mais qui quand même veulent faire barrage au Rassemblement national. C'est, je crois, la question sociale. Marine Le Pen avait dit... le pouvoir d'achat, ce sera notre priorité. L'immigration, l'insécurité sont essentielles, mais nous ne pourrons pas mettre tout de suite à exécution le programme qui est le nôtre. Nous serons d'abord sur le pouvoir d'achat. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? La question sociale qui est déterminante pour les Français, les retraites
qui ont été foirés complètement entre les deux tours, où on ne savait plus très bien s'ils étaient pour la retraite à 60 ans, les 40 annuités, les 42 annuités, on ne savait plus très bien où ils en étaient, mais enfin, on sentait quand même qu'il y avait un rétro-pédalage de la part du RN et de Bardella sur la question des retraites, sur les grandes questions structurantes et liées au salaire, au chômage, etc. LFI en a fait des tonnes, des tonnes et des tonnes. Résultat des courses, on s'aperçoit que certes, sociologiquement et électoralement, le bloc de gauche et d'extrême gauche a compté beaucoup d'immigrés extra-européens et beaucoup de gauchistes qui ont fait partie du répertoire, si j'ose dire, électoral de ces principaux acteurs. Et le RN s'est un tout petit peu tu ou a infléchi en tout cas sa ligne sur le plan social, non pas en devenant libéral, mais en devenant relativement neutre. Ce qui fait qu'on n'a plus lire ni sur la question de l'immigration et de l'insécurité qui avait déjà été un tout petit peu gommée auparavant, ni sur la question sociale qui paraissait essentielle et sur le pouvoir d'achat, que d'ailleurs Marine Le Pen, j'observe, dès le soir du premier tour et du deuxième tour, a reparlé de l'immigration, la sécurité et le pouvoir d'achat comme étant le triptyque essentiel qui devait présider à ce que le Rassemblement national puisse avoir encore un mot à dire dans la politique française. Alors, la question. Xavier Van Lierde. Alors, je ne vais pas réagir tout de suite à ce qu'a dit Arnaud Guillaume-Janin, c'est intéressant. Le RN a certainement commis des erreurs, il en a pointé quelques-unes, on peut être d'accord ou pas d'accord. Rien n'est jamais parfait dans ce bas monde, mais je voudrais quand même relativiser la description qui a été faite de l'état des forces politiques, puisque d'emblée, on a parlé du nombre d'élus. Alors, c'est sûr que c'est la finalité, c'est d'avoir des élus au sein de l'Assemblée nationale. Toutefois, on peut aussi envisager cette élection en regardant le nombre de voix. Le nombre de voix... 10 millions pour le RN. Oui, 10 millions pour le RN, 10 millions presque 7 millions pour le Nouveau Front Populaire, et ensemble, environ 6 millions. C'est-à-dire qu'en fait, le Rassemblement national arrive quand même largement en tête en nombre de voix, mais il se trouve que les mécanismes institutionnels, en gros, ça a été dit tout au long de la journée, mais il faut quand même le répéter, le scrutin en 2 tours, qui permet ensuite des alliances de circonstances type Carpe et Lapin, évidemment peser énormément. On a quand même une France qui est toujours divisée, comme aux européennes, en 3 grands blocs, et le bloc qui pèse le plus fort, c'est le Rassemblement national, avec quand même environ 37%, ce qui n'est pas rien. Pour montrer l'importance de ces mécanismes institutionnels qui aboutissent à quelque chose comme quand même une élection volée, je crois qu'on peut prendre l'exemple sur ce qui s'est passé en Grande-Bretagne dans la même semaine, où donc les travaillistes, c'est-à-dire la gauche britannique, l'emportent très largement, avec 410 élus, enfin plus de 2/3 des élus, en faisant un score en pourcentage inférieur à celui du Rassemblement national en France. Victoire de la gauche en Grande-Bretagne, saluée par l'ensemble de la gauche française et des médias français comme un bouleversement incroyable, la preuve que les Anglais regrettaient le Brexit, qu'ils rompaient avec le Parti conservateur, etc. Pas du tout. Un tiers des électeurs britanniques ont voté pour le Labour, et ça arrive à 2/3 des élus. Eh bien, en France, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il est possible aux appareils politiques de faire des tambouilles, de s'entendre et de voler l'élection aux Français. Et je veux conclure par ça, le RN a commis des erreurs, mais en fait, le vrai scandale, c'est pas, on va pas battre notre coulpe sur tel ou tel, on peut toujours s'améliorer. On en parlera certainement dans la suite de l'émission. En ce moment, pardon Xavier, mais les cadres eux-mêmes du RN commencent à taper sur Bardella, puisqu'évidemment, il faut bien trouver quelqu'un. Oui, ensuite, les petits jeux politiciens se mettront en place dans chaque parti. Néanmoins, il faut, je pense, d'abord pointer la réalité de ce hold-up antidémocratique qui aboutit à ce que l'Assemblée nationale ne ressemble pas quand même à la volonté du peuple, ni ce qui avait été exprimé, parce qu'on va se retrouver, comme vous l'avez dit, avec une Assemblée nationale plus marquée à gauche, alors que la France vit une forte poussée à droite. Alors, on reviendra après. Adrien Renoir, pardon. Alors, ensuite, Philippe Ménard. Je vais revenir sur le verre à moitié plein, comme Xavier Van Lierde. Effectivement, 10 millions de voix, c'est énorme. D'ailleurs, il faut noter que les instituts de sondage se sont plantés sur les projections, mais à chaque fois sur le décompte des voix, ils n'étaient pas si mauvais que ça. 157 candidats du RN ont perdu, mais en faisant plus de 40% au deuxième tour, ce qui est énorme. C'est le groupe qui progresse le plus par rapport à 2022 à l'Assemblée, et il a quand même réussi à faire réélire 80 de ses 89 députés. Donc voilà, c'est pas non plus
une cuisante défaite. Je voulais revenir sur ce que disait. Ouais, c'est une déception. C'est plus une déception sur le verre à moitié vide. On pourra développer les insuffisances du RN, mais peut-être plus tard dans l'émission. En revanche, je voulais rebondir sur ce que disait Arnaud Guyot-Janin. Je ne suis pas du tout d'accord que la question sociale était un moteur dans la perte dans cette déception des résultats du RN, parce que je suis certain que le discours politique aujourd'hui n'imprime plus, qu'en fait il n'y avait pas assez de temps pour faire campagne, et c'est pas parce que le RN a trop ou pas assez parlé de tel ou tel sujet que les gens se sont détournés de ce parti ou pas, mais plus les appels à faire barrage qui ont bien fonctionné. Moi je pense que Vous savez, il faut aussi raisonner sur la sociologie. C'est-à-dire que Christophe Guilluy a bien montré que les classes populaires et les classes moyennes déclassées étaient essentiellement liées au vote Rassemblement national. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que le pouvoir d'achat, qui était le premier thème du Rassemblement national, n'a pas été préempté par celui-ci, et que c'est plutôt la France insoumise et la gauche unie qui ont repris ces thèmes, qui pourtant naturellement incombaient à celui qui naturellement se portait sur Jordan Bardella. Alors, on verra sociologiquement d'ailleurs qui sont les électeurs supplémentaires qui, chez LFI et dans la gauche unie, qui ont additionné les gauchistes et les immigrés. S'il n'y a pas eu d'autres électeurs français de souche, si j'ose dire, qui étant attachés à la question sociale, se sont plutôt reportés sur ça, que 51%... Allez Arnaud, ça suffit. Laissez parler les autres. Philippe Ménard, coupez-lui le micro. Je suis d'accord sur la sociologie, mais je pense pas que c'est... Non mais vous avez 51%... Attends, on se croirait sur un plateau télé là. Vous avez 51%... Faites le taire. Vous aviez 51% d'ouvriers qui votaient pour le Rassemblement national. Je pense qu'on peut aller jusqu'à 71, 75 pour obtenir les électeurs qui restent encore à conquérir pour le Rassemblement national. Adrien Renard, je vous laisse répondre en une minute et ensuite Philippe Ménard. Je suis complètement d'accord avec cette grille d'analyse, mais je pense ça n'a pas été efficient sur la durée de la campagne électorale. Allez, Philippe Ménard. Et ensuite Benoît Aiglon. Non, il y a Xavier Van Lierde qui voulait réagir en juste une minute. Une minute, merci, Xavier. merci. Oui, une minute. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse et ce n'est pas sur le fond du programme que je peux partager l'importance du pouvoir d'achat, de la question sociale. Parfait. En l'occurrence, dans cette élection, je n'y crois pas du tout, car ce qu'on a constaté, c'est que les électeurs du nouveau Front populaire ont voté essentiellement par antifascisme et pas du tout par un désir social, et je vais en apporter la démonstration, puisque plus de 8 électeurs nouveau Front populaire ont voté pour un candidat macronien, on fait comme mieux comme parangon de justice sociale, pour faire barrage au RN lors de ce second tour. Donc, alors ça, c'est un sujet très important. Mais il faut bien pouvoir l'expliquer pourtant. Alors, il faut bien pouvoir l'expliquer. Eh bien, Philippe Ménard va le faire. Non, Philippe Ménard va parler d'autre chose, pardonnez-moi. Voilà. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec le terme élection volée. J'entends bien et je comprends le dépit. Non, mais il critique les auditeurs de Radio Courtoisie. Lui. J'entends, je comprends, je compatis avec le dépit et la déception, mais il y a un jeu institutionnel qui est celui de la constitution de la Ve République. Et on a un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Ok, voilà. Jusqu'à maintenant, ça a effectivement permis de dégager des majorités qui n'avaient aucune commune mesure avec la façon dont le peuple votait. Le fait que le Rassemblement national, qui a été longtemps tenu à l'écart à cause de ce système, se soit dit « Tiens, pour une fois, ça va marcher pour nous », je comprends l'espérance qui est née. Mais ce qu'il faut accuser, c'est le système, c'est pas le fait que l'élection ait été volée. Ce qu'il faut accuser, c'est le fait que notre Constitution ne prévoit pas la proportionnelle. Celui qu'il faut accuser, c'est Emmanuel Macron qui avait promis cette proportionnelle et qui ne l'a pas établie. Voilà, donc on a volé l'élection de personne. Et ensuite, sur les électeurs, malgré tout, lorsqu'on voit la campagne de Bardella et de ses affidés, on se rend compte qu'une partie des députés n'avait pas été particulièrement bien choisie. On se rend compte qu'une partie de ces députés n'était pas particulièrement bien implantée. On se rend compte que le Rassemblement national, qui s'est présenté en expliquant qu'ils étaient déjà armés de pied en cap pour diriger la France, n'avait en fait pas du tout prévu le fait d'être obligé de se lancer dans les élections législatives aussi vite. Autrement dit, ceux qui appelaient à la dissolution n'avaient en fait pas du tout prévu que la dissolution ait lieu. Je me permets de vous couper. Je trouve qu'en étant prévenu avec la rapidité que l'on sait, c'est-à-dire du soir pour le soir,
Ils ont quand même fait très très vite pour Non, trouver mais- en 3 jours mais voilà, 577 vous candidats m'expliquez et leurs suppléants. que quelqu'un a Oui, mais trouvé tous les en partis. 3 jours 577 candidats, alors qu'il nous expliquait qu'il se préparait depuis des années à cette dissolution. Ça ne tient pas debout. Bah, les C'était- investitures, ça se fait pas Mais non oui, plus mais avec c'est- 5 mais- ans d'avance. c'est- hein. J'ai c'était certains dans- c'était exemples dans un chez les état macronistes eux-mêmes. d'impréparation totale. Voilà. Et donc, ceux qui prétendaient être en ordre de marche, en fait, ne l'étaient pas. Et ça s'est senti. Alors, Ça, Benoît c'est- Aiglon. Oui, alors je voulais revenir sur la circonscription. On va pas non plus jeter bébé avec l'eau du bain. Je reçois effectivement la question que c'est une élection volée parce que justement il n'y a pas de proportionnel. Mais un député, c'est un législateur à la base et aussi le représentant d'un territoire. Et comme disait Philippe Ménard, c'est effectivement un scrutin uninominal à 2 tours. Et puis voilà, donc on va pas changer, on va pas repartir sur ce débat. Je suis pas tout à fait d'accord sur ça. Ensuite, concernant l'élection volée, oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hyperpolarisation. Donc 10 millions d'électeurs du RN eh bien, sont répartis de façon quasiment égale sur tout le territoire, hors les grandes agglomérations. Et de l'autre côté, quand on prend la France insoumise, c'est une répartition qui est très, très concentrée. Et comme la politique, c'est un petit peu l'émanation d'une guerre à basse intensité, eh bien, il ne faut pas oublier que dans la guerre, il y a un phénomène de concentration-déconcentration. Alors moi, il y a une question que je me pose, on va poursuivre ce débat. Comment expliquer que des salopards, des gens, aient pu voter LFI plus que le RN, par exemple, quand ils étaient macronistes? Je ne sais pas si vous avez une idée pour expliquer cette chose Parce qu'ils sont hallucinante. de gauche. Le moi, macronisme, je- c'est du gauchisme. Oui, Moi, Non, je non, pense, non, non, je non, crois à la du lâcheté centre-gauche. également. Mais non, C'est un sous-produit. Macron Alors, était pas ministre tous de d'un coup. François Philippe Hollande. Ménard, Mais Il c'est est- du centre-gauche, c'est pas de la gauche. Mais Pas c'est tout d'un coup. c'est de la gauche. Non, C'est de la- c'est du mais- centre-gauche. mais, quand on On favorise vous dit que c'est de la l'immigration, quand on explique que la sécurité est un sentiment, je parle de Dupond-Moretti, quand on explique avec Elisabeth Borne toutes les sottises qu'elle a dit sur le Rassemblement national, on est à gauche. En fait, quel est le marqueur de gauche que le macronisme n'a pas? Ils sont hyper étatiques. Ils ont fait la dette, ils sont ultra-libéraux. C'est ultra-libéraux. Mais non, mais c'est pas Non, vrai. C'est pas non, vrai. non, Mais non, non, pas mais du tout. l'État passe son temps à Ils intervenir. sont libéraux et Ultra mondialistes. libéraux, Attends, vous avez mais des Arnaud, tu oligopoles. rigoles, tu as Pas vu, tous. ils ont dépensé 1000 milliards des Mais ça sous de n'empêche pas. l'État. Ça Pas n'empêche tous. pas. Alors, Ils peuvent pardon. être, tu sais bien qu'ils peuvent être étatistes d'un côté et libéraux de l'autre. Moi, je les ai trouvés surtout très étatistes. Enfin, en fait, ils n'ont absolument pas du tout libéralisé les institutions et le mode de fonctionnement de l'État. Ils Il y a plus régulent de- le marché Alors, qu'ils instituent. On va se faire juste une coupe d'une seconde. Ce que vous entendez dans le casque, les auditeurs l'entendent dans le poste. Pitié pour eux, respectez-les, ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Mais parlez quand même, parce que là, sinon, ça fait un plan. Alors moi, je- Non, 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 on moi, est je- vexé, je- on est vexé. On hein. va Voilà, c'est pas tout. faire, on va pas faire le débat sur l'étatisme ou le libéralisme supposé Non, non. d'En Marche. Non, c'est sur les salopards, là. Sur les salopards. moi, Voilà. Alors, moi, j'ai une explication. Alors, Xavier Van Lierde. Si vous voulez, j'ai un début d'explication. Les collabos, la première les lâches. explication, c'est que il faut réaliser que la diabolisation, cela fonctionne. La diabolisation, cela fonctionne. Elle a été réenclenchée à plein régime depuis les européennes et spécialement entre les 2 tours, et cela fonctionne. Donc ça permet de repartir sur cette idée un peu absurde que ce serait le Front républicain, la démocratie, la République ou le retour du fascisme. Malgré tout, cela fonctionne. Il y a une autre explication sur le vote. Alors, le vote des mélenchonistes vers les macroniens a quand même beaucoup mieux fonctionné que le vote des macroniens vers le nouveau Front populaire, où là, il n'y en a que, grosso modo, 1 sur 2 qui votent LFI. Alors, ce sont les fameux gens, ou salopards, comme vous disiez, en l'occurrence. Alors, je pense qu'il y a quand même une explication, c'est que, malgré tout, je suis d'accord avec Philippe Ménard, ils se ressemblent, et il y a des points sur lesquels leurs programmes, sans être les mêmes, convergent. En gros, si je caricature et à peine, Mélenchon, c'est la volonté de créolisation de la société. Du côté de Macron, c'est la volonté d'ubérisation de la société. Ce sont 2 modalités du démantèlement d'une nation, des communautés naturelles, organiques et de la société. Les 2 se rejoignent dans une forme de volonté de liquéfaction et de brouillage de tous les repères. Et face à cela, bien évidemment, ceux qui apparaissent comme des défenseurs de la nation, mais aussi d'une anthropologie de base, de la famille, bref, de tout ce qui est institué, eh bien, constituent un adversaire commun à ces 2 visions du monde, à la fois de gauche et libérale au sens philosophique du terme, puisque
Il s'agit d'émanciper les individus et de considérer que ce sont que des atomes voués à se recomposer à l'infini. Donc oui, ils s'entendent comme la en foire, en tout cas face à des gens qui pensent que les sociétés existent. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi de la peur? Parce que j'ai entendu pendant cette semaine d'entre-deux tours des gens qui me disaient mais en fait le vrai problème si on vote pour le RN, c'est que la gauche va très mal le prendre et ils vont tout casser et dans les banlieues, les immigrés vont faire des émeutes comme en juin dernier. Et alors bon, finalement, les gauchistes n'ont pas tout cassé de rage, mais ils ont quand même tout cassé de joie hier, donc à la fin, ils cassent quand même tout. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a cette peur, peut-être un peu justement du bourgeois centriste, de se dire, si on est bien sage, on ne se fera pas taper dessus? Évidemment, La quand trouille. le président de la République parle de Pas les guerre convictions, civile, la peur. quand le président de la République passe sa vie à agiter les hochets de la peur depuis 2018. Donc il a continué à les agiter en 2024. Et avec d'ailleurs l'intégralité des médias qui ont expliqué pour les Échos que la France allait être immédiatement ruinée sur les marchés financiers alors qu'elle l'est déjà. La note est déjà dégradée. Et d'ailleurs, le magnifique résultat qui nous est offert là, c'est qu'on va pouvoir continuer à accuser très tranquillement Macron d'être réellement responsable de la merde économique dans laquelle est la France. Je crois qu'il y a un, Benoît, il y a un vrai scénario à ce niveau-là sur le Adrien macronisme. Renoir, C'est Macron, aujourd'hui, c'est Néron. Ah mais complètement. Donc, il voit la vie brûler en faisant des odes. Et ce qu'on peut craindre réellement, c'est un scénario double, un scénario gréco-libanais. Au niveau social, un scénario libanais où il y a des confrontations très fortes au niveau politique, mais aussi, j'ai peur, du point de vue de la géographie avec les banlieues, et voire même peut-être éventuellement ethnique, et un scénario à la grecque qui est, après que l'hypercentre ait mis le pays en faillite, eh bien, rappelez-vous, en 2008, la Grèce avait un gouvernement Syriza, d'extrême gauche, qui a dû gérer le syndic de faillite et n'a pas pu appliquer son programme, et s'est retrouvé avec une troïka, donc le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne pour remettre de l'ordre dans les comptes. Donc finalement, Et vous pensez que c'est ce qui nous menace ? on va arriver à ça. Non mais Adrien Renoir. la peur, elle existe, mais elle fait partie intégrante de la stratégie de diabolisation du Rassemblement national. Mais je pense que la peur, c'est pas tant la peur que tous les immigrés ou les gauchistes cassent tout, mais c'est la peur du bourgeois qui a peur pour ses sous. Parce que On a tous un peu peur pour nos non, sous. mais oui, mais le procès qui est fait au Rassemblement national sur son programme économique, il est vrai ou faux. Mais en fait, Macron, c'est pire. Le NFP, c'est pire. Mais dans l'esprit des gens, vous leur dites le Rassemblement national va arriver au pouvoir, ça va être une catastrophe économique, les gens y croient. Alors ça, voilà, vous posez le doigt sur une question qui me turlupine. Je ne comprends pas comment, si on est un bourgeois centriste un peu libéral, on peut préférer le nouveau Front Populaire et LFI au Rassemblement National. C'est-à-dire, c'est contradictoire. Alors, je vais tenter de répondre à la question que vous posez, Pierre-Alexandre Bouclet, et renvoyer un petit peu à ce que disait tout à l'heure Xavier von Lierde. On a un exemple entre le mélenchonisme d'un côté et le macronisme de l'autre, de ce que Jean-Claude Michéa a bien montré dans ses travaux, c'est-à-dire une alliance du libéralisme libertaire, d'un côté le libéralisme dérégulé, mondialisé, avec ses élites et ses lobbies et ses groupes de pression financiers qui dénaturent les nations, les peuples, les identités, les communautés, et puis de l'autre, le mélenchonisme, c'est-à-dire le fait de détruire tout ce qu'il peut y avoir de familial, de local, de national, qui constitue justement ces communautés naturelles qui relient l'homme à la société. Et cet effet conjugué du libéralisme sur un plan économique et du libertarisme sur un plan moral et sur le plan des mœurs, qui déconstruit fondamentalement l'individu, qui n'a plus de maillage, qui n'a plus de communauté intermédiaire, qui n'a plus de faculté à pouvoir s'insérer dans un groupe d'appartenance qui donne un sens à sa vie. Eh bien, écoutez, sur cette solide explication, Xavier, un mot, et ensuite on va lire les messages d'auditeurs qui s'accumulent. Oui, si on parle de la peur qui a été développée à propos du RN, son accession au pouvoir, etc., j'en parlais cet après-midi avec Jean-Yves Le Gallou, il soulignait quelque chose de très juste à mon sens, c'est que face à la diabolisation dont est victime le RN, la réaction du RN est toujours de vouloir aller dans le sens de défaut de dédiabolisation, et donc en fait valide d'une part ses juges, la légitimité de ces juges, ce qui est absolument catastrophique, plutôt que de contre-diaboliser.
Et face à des diabolisateurs, la bonne méthode ne consiste pas à dire « excusez-moi, oui c'est vrai, on a fait quelques erreurs de casting », mais il faut systématiquement contre-diaboliser l'adversaire et riposter, ne lui reconnaître aucune légitimité. Il y a un exemple qui est intéressant. On avait sur un plateau M. Jadot. M. Jadot d'Europe Écologie Les Verts, qui expliquait que, mon Dieu, c'est terrible, le RN, c'est le retour de Pétain, d'Hitler, tatati, tatata, la chanson habituelle. Aucune réaction en face, ni des journalistes, ni des gens du RN présents sur le plateau, qui ont dû rappeler, à mon sens, et au sens de Jean-Yves Le Gallou, que M. Jadot, à la tête de Greenpeace France, fait partie des gens qui ont détruit le nucléaire français. C'est-à-dire qu'il fallait pas répondre sur ce qu'il disait. Il fallait dire, monsieur, vous foutez du monde, vous avez détruit le dispositif énergétique français, les Français vous doivent la hausse du coût de l'énergie, etc., etc., etc. Je pense qu'une des leçons à méditer de la part de la droite nationale en général, c'est qu'il ne faut reconnaître aucune légitimité à ceux qui prétendent être les arbitres des élégances, et d'autre part, contre-diaboliser systématiquement l'adversaire, parce que sinon, on rentre sur un ring de boxe, et la seule chose qu'on fait, c'est l'esquive. Il y a On ne un peut pas point. gagner en faisant seulement de l'esquive. Il faut riposter, envoyer aussi des uppercuts et d'autres joyeusetés, sinon on n'y arrivera jamais. D'autant que ces salopards, quand même, traînent quand même un nombre de... Ces électeurs, enfin, s'il vous plaît. Non, il parle des hommes politiques élus. Ah oui, c'est vrai. Ah bah pardon, alors. Non, il ne faut pas diaboliser les électeurs. Il ne parle pas des Français normaux. Il parle de d'ailleurs, ceux qui sont à la chambre. Ce que dit vous allez venir est d'autant plus vrai que vous avez vu 3 jours avant le deuxième tour, le Rassemblement national et Bardella répondre à ce qu'ils appelaient le Front républicain à juste titre, disant « Nous sommes le Front républicain », dont on ne sait absolument pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, les valeurs républicaines étant toujours l'injonction qui est toujours celle que l'on brandit dans les médias et dans la politique, c'est-à-dire un résumé de droits de l'homme, de marché, de démocratie, mais dont on ne sait absolument pas ce qu'elle recouvre réellement, mais on se doit d'être réactif et d'être dépendant de ceux qu'on attaque. Et défenseur de la planète et des droits de l'homme. Et d'ailleurs, on salue aujourd'hui le retour d'une sorte de bal des vampires, puisqu'on peut souligner que François Hollande a été élu député, et Dominique Voynet, la fossoyeur du nucléaire, eh bien, a été élu dans le Doubs. Alors, sur ces joyeusetés, justement, allez, la parole aux auditeurs de Radio Courtoisie, parce que là, ça s'accumule dangereusement. Voilà, alors je vais soigneusement choisir ceux qui sont d'accord avec moi. D'accord. La démocratie en action. Je suis content que le RN n'ait pas la majorité des sièges, parce que s'il avait eu la majorité au Parlement, il n'aurait pas pu gouverner à cause de M. Macron et du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, qui auraient mis des bâtons dans les roues. Ils n'auraient pas pu appliquer leurs mesures pourtant modérées. Alors ça, c'est une question que je voulais aborder à la fin de cette émission, justement, mais je suis content. On en cher reparlera. auditeur, Ouais. vous avez eu raison trop tôt. Voilà. Plutôt que la proportionnelle qui assure le règne des partis et des satrapes dans le style Ratsock, c'est le scrutin uninominal à un tour qui semble le plus représentatif et le plus propre pour ne pas confondre élection et démocratie. Cela dit, c'est bien la République, c'est écrit d'une manière un peu bizarre, je vous laisse deviner, qui montre sa faillite totale et son antinomie avec la notion de démocratie. Les députés ont un mandat national et non local. Premier mensonge entendu par quelques candidats élus. Les députés ne représentent pas les électeurs qui les ont élus, car en votant un texte législatif, lequel n'était pas au programme d'aucun candidat, je ne comprends pas comment ils peuvent représenter un peuple qui ne s'est jamais prononcé sur une décision inexistante lors du scrutin. Voilà, bon. Jacques Miard, lui aussi, est passé à la trappe dans les Yvelines. Patron d'émission à Radio Courtoisie. Donc nous le regrettons. Les carottes sont cuites, conclut l'auditeur, mais je ne crois pas. Je trouve indigne de parler d'élections volées ou de hold-up démocratique. Pourquoi pas ne parler de fraude tant que vous y êtes? On dirait Donald Trump. Je tiens à souligner que j'ai sauvé l'honneur de cette table ronde. Voilà. Une fois de plus, la fortune anonyme apatride et vagabonde, alliée à sa petite sœur, la Révolution, a triomphé des gogos. Ils se sont roulés dans la farine depuis 1789 et ils n'ont toujours pas compris. Je voudrais quand même redire que Macron a écrit un bouquin qui s'appelle Révolution, et donc c'est quand même ce qui me semble tendre vers un certain gauchisme. Ce que voulait le docteur Folamour de l'Élysée, c'est une majorité à l'Assemblée pour faire voter la guerre contre la Russie. Alors là, je ne suis pas certain. Il voulait une majorité, avec un peu de bonheur, il ne l'aura pas. Surtout, il voulait une clarification qu'il n'a pas du tout. Ah bah alors là, c'est clarifié. On recommence, on prend les mêmes et on recommence. Alors, en 1922, donc il doit s'agir d'une erreur de frappe. En 1900 et quelques, le RN réunissait 4 millions de voix, il atteint 10 millions aujourd'hui. La NUPES, 6 millions et demi, aujourd'hui 7 millions, merci l'immigration. La Macronie passe de 8 millions à 5. Voilà. Donc, que dire de plus? C'est Chamberlain et l'apaisement à Munich. Oui, alors ça sera une question aussi qu'il faudra envisager tout à l'heure. C'est la question je mets de l'avenir et de cette choses. course contre la montre
qui nous engage tous et qui doit nous faire penser aussi à d'autres solutions peut-être que le scrutin électoral, mais le communautarisme blanc, des choses comme ça. Je comprends enfin Maurras ce soir avec sa distinction entre pays réel et pays légal et son anti-parlementarisme par la même occasion. À bas les voleurs de voix, comme on disait en 1934. Alors il disait aussi qu'en politique, le sottise est un désespoir. Le désespoir est une sottise absolue. Oui, c'est ça, oui. Mais la sottise est C'est un pas désespoir l'inverse. aussi, mais ça marche. Ça le gagne bien avec dans tous les Maurras et sens. ça marche dans tous les sens, c'est incroyable. Le RN est le premier parti de France derrière celui des abstentions. Tous les autres ont recueilli moins de voix que le RN, mais ont plus de députés. Chapeau la démocratie républicaine, et qui plus est, ont dû faire des coalitions contre nature. Le NFP n'est pas un parti, c'est une combine électorale. Là, je suis assez d'accord, parce que quand même, on assiste à déjà un émiettement. Elle va déjà exploser. Elle aura eu 24 heures de vie. Voilà. C'est une commune électorale. Selon le principe du parti arrivé en tête, c'est le RN qui devrait être choisi avec les 143 sièges et 32% des voix exprimées, loin devant LFI qui n'a obtenu que 71 sièges et environ 25% des voix. Ça, choisi en tant que Premier ministre, mais aussi, et là ce sera très intéressant de voir ça, dans la répartition des postes de commandement de l'Assemblée nationale. La absolument. présidence de l'Assemblée nationale. Là aussi, ça fera et partie des différentes commissions. Voilà. Est-ce que les macronistes vont jouer le jeu comme la dernière fois, ou au contraire, est-ce qu'ils vont continuer à faire un barrage républicain? Des méchantes langues assurent que M. Hollande, qui envisage un nouveau déménagement, sera à la recherche d'un nouveau scooter de préférence électrique d'ici fin 2026. Ah bah Voilà. C'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui a commencé sa campagne présidentielle avec Ségolène Royal. Il est entré à l'Élysée avec Valérie Trierweiler. Il est sorti de l'Élysée avec Julie Julie Gaillet. C'est quand même Il rentre à la assez chambre avec phénoménal. Julie Gaillet. Donc Julie, si tu nous Oui, écoutes, tu as des prépare-toi. choses à te faire. Un C'était sexe valide. symbole. Ne sous-estimez pas la logique et les effets pervers du scrutin majoritaire à 2 tours qui peuvent donner des résultats différents du vote initial. Je suis absolument d'accord. Quelques chiffres. Les inscrits du premier tour au second diminuent de 6 millions. Voilà. Ça, C'est un peu logique. Les Franchement, exprimés, c'est peut-être. toutes les... Moi, Moi, par exemple, je ne suis pas allé voter parce que je n'avais pas de possibilité de voter pour qui je voulais. Je voulais. Oui. C'était les exprimés, c'est pas les inscrits. Voilà. Les inscrits sur les listes électorales. en termes de voix, le RN n'en a perdu aucune. Alors là, je ne suis pas absolument d'accord. Si je ne m'abuse, il y avait 10 528 000 voix au premier tour. 10 528 230 voix, mais avec un peu de chance. Et là, on nous dit qu'il c'est 10,1 millions. Donc il y a quand même 500 000 voix. Il faudrait vérifier, mais je crois que par exemple, nous parlions de notre ami Pierre Gentillet. Je crois que dans sa circonscription, il a perdu des voix au second tour. Des voix du RN. Ah, c'est possible. Non, mais Xavier Van Lierde. il était présent dans davantage de circonscriptions au premier tour, puisqu'il y a un certain nombre de ses candidats qui ont été élus d'emblée. Ah, aussi. Bravo. Voilà. Donc, mécaniquement, il y a une perte de voix, puisque moi, oui. par exemple, dans ma circonscription du Vaucluse, je ne pouvais plus voter. Et C'est ben pas voilà. possible, ils avaient déjà été élus. Eh ben, nous sommes deux exemples pour répondre à cet auditeur, Xavier Van Lierde et moi, de personnes qui n'ont pas voté au second tour. Lui, parce qu'il vit dans une terre fascistoïde, et moi, parce que je vis dans une terre démocratique où il n'y avait plus de candidats RN au second tour. Mais vous êtes toujours des exemples, Xavier et président. Ah, merci. En termes de voix, le RN n'en a perdu aucune et l'on ne parle pas du scandale des procurations, y compris sur Internet, qui rassemble aux magouilles qui ont eu lieu pour M. Trump. Donc là, je ne suis pas absolument certain. Pensez-vous que M. Attal pourrait être reconduit dans ses fonctions ? Alors, bah, figurez-vous qu'il a démissionné à 11h15 et qu'il est ressorti de sa démission reconduit. Donc, oui, il est reconduit. En raison des Jeux Olympiques. Oui, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais surtout, on peut imaginer, ce sera une des questions qu'on va se poser tout à l'heure, manifestement, Emmanuel Macron, en ce moment même, travaille pour obtenir un bloc centriste qui irait des écologistes ou au moins du PS jusqu'au LR Jusqu'au dernier des LR non vendus. ciotiste. Voilà, c'est joliment dit. Alors, on écoute un petit message et on revient juste après pour parler justement de Macron et de ce qu'il peut encore faire pour nous nuire ou pas. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Oui, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous soutenir parce que je dois vous le dire aussi, si vous appréciez cette émission, elle a un coût. Alors, ce n'est pas le salaire mirobolant de nos sociétaires, hein, je vous rassure, mais néanmoins, voilà, il faut que la radio vive. Et surtout, nous arrivons à la suite de ces élections qui se sont succédées, un peu fatigués. Nous avons dû
pioché, pour être tout à fait sincère, dans les réserves de la radio, parce que ça a demandé énormément de mobilisation des collaborateurs de la radio, des journalistes. Et je dois dire voilà, que, outre l'été qui nous voit traditionnellement chuter dans nos ressources, le fait d'avoir dû faire vraiment beaucoup de dépenses supplémentaires pour couvrir de manière à vous donner satisfaction ces 2 élections successives nous a vraiment mis dans le rouge. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous appréciez ces émissions, si vous avez apprécié le travail de l'équipe de la matinale, et je pense encore à hier soir, 2 jeunes collaborateurs de la radio qui sont allés, à leurs risques et périls quand même, faire des images des émeutes de racailles et de gauchistes en goguette. Je plaisante, mais c'était quand même dangereux. Ils y sont allés vers minuit et ils sont revenus ce matin pour travailler en se levant, en prenant l'antenne à 7h. Ils se sont levés à 4h. Donc franchement, chapeau à eux, mais il faut aussi les soutenir, il faut nous soutenir. Donc si vous appréciez ce travail, vraiment, s'il vous plaît, aidez-nous comme ce couple d'auditeurs de Saint-Junien, dans la Haute-Vienne, qui envoie 30 € et qui nous dit « Vous trouverez 6 juin une modeste participation supplétive pour que subsiste votre radio, je l'espère dans de bonnes conditions. De l'info, toujours de l'info. Merci à tous. Cher couple d'auditeurs, madame et monsieur, merci à vous, parce que si on peut faire de l'info et encore de l'info, c'est grâce à votre soutien. » Un auditeur de Versailles, dans les Yvelines, envoie 90 €. Chers amis, je suis adhérent à Radio Courtoisie depuis un certain temps. Je vous envoie un don supplémentaire que j'offre avec joie à notre radio si indispensable et intéressante. Cher auditeur, un grand merci de suppléer la radinerie d'un auditeur clandestin qui, j'espère, va se sentir visé, se réveiller et envoyer un don, même modeste. François Hollande, si on sait que tu nous écoutes. Une auditrice de Paris envoie 150 €. Je demeure très dubitatif quant aux promesses de l'an 2024. Je me contenterai de souhaiter à vous tous qui pérennisez l'esprit de Jean Ferré, pour ceux qui nous découvrent, est le fondateur de Radio Courtoisie, un succès inoubliable avec toute ma reconnaissance et ma sympathie. Chère auditrice, un grand merci à vous qui nous aidez. Un couple d'auditeurs de Paris envoie 100 €. Vous éclairez nos esprits et intelligences avec bonheur, avec tous nos vœux de réussite. Continuez. Nous continuons grâce à vous. Une auditrice de Paris qui envoie 150 €. Monsieur le Président et toutes ses équipes, je vous remets ma 2e contribution afin que votre radio continue à se développer. Mes félicitations à vous tous. Chère auditrice, merci. Je note que vous avez dit 2e et pas seconde, ce qui nous laisse encore de l'espoir. Merci à vous pour votre soutien. Je plaisante. 150 € pour une 2e contribution, c'est beaucoup. Et je laisse Philippe conclure. Un couple d'auditeurs de Paris envoie 350 €. Je vois que vous avez commencé par 30 balles pour finir à 350. Ce n'est pas moi qui l'écris, cette chronique. Bravo et merci, chers amis. Nous vous écoutons depuis 35 ans avec ferveur. 35 ans, 350 €. Voilà. Merci à vous, chers auditeurs et chers auditeurs, parce que c'est un couple, 35 ans. La radio a 37 ans, donc franchement, merci pour votre fidélité et j'espère que nous restons dignes de nos anciens. Nous revenons à notre émission, à l'analyse du second tour de ces élections législatives. Que peut encore faire Emmanuel Macron ? Sûrement beaucoup de choses. D'abord, je pense qu'il a été soulagé parce qu'il a perdu une centaine d'élus, mais il garde... il a aussi perdu la majorité relative, mais j'ai l'impression qu'il sauve les meubles. Alors, à votre avis, est-ce que Macron sauve les meubles ? Est-ce qu'il peut encore faire quelque chose ? À quoi va-t-il servir pendant 3 ans, littéralement ? Je crois qu'il aura innové. Je pense que, premièrement, on innove tout de suite en faisant une renaissance insoumise. Donc, on retrouve l'origine de Macron qui est à la gauche, donc l'esprit de synthèse. Pourquoi ? Pour ce qui est l'ADN de la gauche, c'est la ruine de la France. Donc je pense que ce que peut faire Macron, c'est peut-être encore la politique du pire, parce que depuis 9 juin, on est quand même dans la politique du n'importe quoi. Il est certain que le LR ont toujours montré qu'ils étaient tellement obsédés à l'idée de montrer qu'ils étaient un parti de gouvernement qu'une fois de plus, ils ne s'opposeront pas à la Macronie. Alors, ayant fait un peu la campagne pour certains, il y a quand même des députés enracinés. Il y a des députés qui sont réellement de droite
Et, Moi, ils je sont parle, passés je chez parle de la Ciotti. manière Au dont niveau ils, des je LR, parle de la manière dont ils au votent. niveau des LR, mais effectivement, je crois que la théorie de la connerie en politique a fonctionné à plein dans tous les partis politiques, et puis particulièrement chez Chapeau à Plume de LR. Mais le député de terrain qui a la boue sur les bottes, et je peux citer par exemple Anne Norblin qui a été est réélue dans la 3e circonscription du Maine-et-Loire, que je salue, à 56%, eh bien, une approche vraiment réelle et une approche, comment dire, de réalité et de député de terrain. Donc voilà, c'est la politique à l'ancienne. C'est Donc comme là- les poissons volants, ça constitue pas la majorité de C'est l'espèce. tout à fait, je suis tout à fait d'accord, mais effectivement, Michel on va pas jeter Audiard. le bébé avec le Duquin. Philippe Ménard? Non. Xavier Van Lier, d'un mot sur Macron, sur ce qui reste de la Macronie, ce qu'elle peut encore faire, à quoi elle va servir. Macron a été sauvé par Mélenchon. Macron a été sauvé par Mélenchon lorsque aussitôt Mélenchon a appelé à la constitution d'un front républicain et a intimé à ses candidats les moins bien placés de se désister en faveur des candidats macroniens, eh bien, il était sauvé. S'il n'y avait pas eu la mise en place de cette espèce de front républicain bizarre, rassemblant l'ensemble des forces politiques sauf le RN, a bien sûr barré la route du RN, mais il a aussi créé quelque chose d'un peu étrange et qui explique que l'Assemblée ne soit pas à l'image du pays. C'est-à-dire que c'est illisible. Des députés macroniens élus grâce au désistement de gens qui viennent de l'extrême gauche, eh bien c'est quelque chose qui crée une distorsion entre la réalité du pays et sa représentation. Et J'espère que en Macron bénéficie sera parce que implacablement ingrat et qui ne donnera rien à LFI. On peut y compter. voilà, il ne représente plus rien. Il est haï par 80% du pays, mais il s'en tire. Grâce à Mélenchon, qui, à mon avis, doit s'en mordre les doigts. Alors Mélenchon, à mon avis, l'a fait non pas pour rendre service à Macron, mais vraiment par stratégie, c'est-à-dire qu'il lui était important, enfin il était important pour lui, que les macronistes se retirent également à son bénéfice, parce que sinon, il risquait quand même d'être sévèrement battu. Il faut se rappeler les projections Oui, de siège RN, donc je pense qu'il a été très habile, et que les macronistes ont suivi, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, finalement. et l'ambition de Mélenchon, c'est aussi de renverser la table et de faire en sorte que le système explose et ensuite de voir comment il se recompose. Il a été l'instrument d'une perpétuation de ce système. Donc, de ce point de vue, c'est un échec. Et l'autre chose qui est quand même, je reviens toujours à ces deux chiffres, mais qui sont sidérants, et qui montrent l'importance de la diabolisation. C'est-à-dire que le Front républicain a fonctionné parce que le RN est super diabolisé, tant et si bien que tout le monde... personne ne pouvait résister à la tentation de ne pas s'y joindre. La liste des gens d'un camp ou d'un autre, d'un parti ou d'un autre, qui refusaient de se désister contre le RN, était pointée du doigt, publiée par Libération quotidiennement. Donc ils étaient sous une pression intenable. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir que le Front républicain se met en place contre le RN parce qu'il est super diabolisé. Mais dans un second temps, le Front républicain fonctionne au détriment de Mélenchon parce que LFI est désormais lui-même diabolisé. Oui. Tant et si bien qu'on a... Ils ont oui, 80 députés LFI. Oui, mais donc on a quand même 76. 75. Un petit mais peu que- moins que la dernière fois, Oui, d'ailleurs, mais, un ou deux de moins. Non, mais il a fonctionné à son détriment, puisque les macroniens ne sont que 1 sur 2 à voter pour le nouveau Front populaire quand ils sont face au RN, alors que 8 gars de gauche et du nouveau populaire votent pour les candidats de Macron face au RN. Donc la diabolisation, c'est vraiment une des clés d'explication du scrutin, mais comme une poupée russe. Il y a la grosse diabolisation sur le RN, et dans le camp du bien, il y a la petite diabolisation de LFI. Ouais. Et ensuite, on a Macron donc, qui a été sorti par la porte et qui essaye de rentrer par la fenêtre. Benoît Aiglon. Je voulais souligner que le 8 juin, on pensait que Macronisme avait une date de péremption qui était en 2027. Le 9 juin, on s'est dit, écoutez, la date de péremption, c'est 2024, c'est le 7 juillet. Et aujourd'hui, on est 8 juillet, et finalement, en fait, le macronisme, c'est comme les yaourts. Donc, il y a une date de péremption, mais on peut toujours les manger quelques jours après. Et là, j'ai l'impression qu'avec ce résultat, avec ce sorte de tripartisme, ou tout au moins de 3 blocs, eh bien, Macron, ou tout au moins les séides de Macron, ont réussi un petit peu à sauver leur peau, en retrouvant, en fait, leurs anciens amis. Parce que le macronisme est issu de la gauche, du PS, c'était transfuge PS. Et donc là, ils retrouvent les anciens copains,
effectivement, avec les petits chats qui veulent tout débarrasser de la table en faisant sauter à porcelaine que sont les LFI. Les LFI ne vont pas faire partie du jeu, mais on va retrouver de nouveau un bloc, une sorte de gauche plurielle, avec, j'espère, pas trop de transfuges de soi-disant à droite, mais qui sont surtout des opportunistes et des salauds. Mais je sais pas si Macron a une vision politique telle quelle. Hein. Je pense qu'il dirige un peu à la petite semaine. Ah oui, alors c'est-à-dire que s'il avait réellement imaginé ce qui allait se produire aujourd'hui ou demain, là je dis, il est vraiment le dernier des abrutis, parce qu'on lui prête effectivement beaucoup d'intelligence politique, mais objectivement, il a fait la preuve d'une bêtise politique assez sidérante. Cela dit, Pierre-Alexandre, si on prend le lundi dernier, le lundi d'avant, où nous commentions tous ce qui s'est passé lors du premier tour et lors des européennes, certains disaient, et pas tout à fait à tort, que l'hypothèse de ce deuxième tour avec une alliance des uns avec les autres et d'une volonté de chaos social par Emmanuel Macron pour après laisser au Rassemblement national éventuellement le bébé pour ne pas... Et ça peut d'ailleurs, tout ça peut, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais tout ça peut quand même... On parle de manière statique et on parle de manière imminente et quotidienne. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Marine Le Pen a toutes ses chances en 2027. Il reste encore 3 ans ou moins si jamais Emmanuel Macron démissionnait. Et par conséquent, ce sont ceux qui sont au pouvoir actuellement qui vont le prendre, que ce soit les mélenchonistes, les socialistes, les écologistes ou les macroniens, qui vont être obligés de rendre des comptes. Et une fois de plus, on sera peut-être déçus dans 3 ans, mais il y a encore une hypothèse, il y a encore une possibilité pour que Marine Le Pen assure ce qui a été inassuré par Jordan Bardella et par le Rassemblement national. Alors, je suis complètement d'accord avec Arnaud Guyot-Janin que c'est l'autoroute pour Marine Le Pen en 2027. En revanche, je pense vraiment qu'Emmanuel Macron, en fait, c'est le caprice d'un enfant gâté, sa dissolution. Et pour la suite, là, les résultats le sauvent. Mais en fait, il sait que la France est ingouvernable en tant que telle, parce que j'ai quand même du mal à croire en la pérennité de cette coalition qui va des LR non-ciotistes jusqu'aux socialistes. Je pense que c'est ingouvernable et que Macron, en fait, est très content. Vous avez voulu me mettre dans la panade, et je vous mets tous dans la panade, et après moi le déluge, et je pense que c'est vraiment ça. C'est ce qu'il a appelé sa grenade. Exactement. Et en fait, il a parlé de clarification, mais je ne pense pas qu'il veuille une clarification. Je pense que Macron est très content du chaos, et en revanche, je pense qu'il ne faut pas omettre la possibilité de sa démission. Moi, j'en reste intimement convaincu. Et là, il y aura surtout aussi le rôle de Darmanin, qui a bien affirmé qu'il ne voulait plus redevenir ministre, sans doute parce que lui aussi se prépare pour 2027. Mais pendant les 3 ans ou moins qui nous restent à subir cette équipe, on peut supposer que Macron n'aura peut-être pas beaucoup de loyauté au sein de son propre camp. Parce de toute façon, qu'on la supporte 2 ans, ou qu'on la supporte 3 ans ou 1 an, oui. Dans les 3 cas, a priori, Macron doit être encore plus démonétisé, et les partis qui lui sont associés et qui cohabitent avec lui le seront aussi. Normalement, ils seront démonétisés, oui. Mais en attendant... sauf qu'il y a de moins en moins de partis qui lui seront associés. Voilà, Édouard Philippe a bien montré qu'il entendait que fini, oui. Horizon prenne le large. Glucksmann est prêt, avec sans doute énormément de conditions, à un gouvernement de coalition, mais le temps que ça durera. Voilà, les LR on l'a dit tout à l'heure, sont désespérés à l'idée de faire partie du gouvernement et de montrer à quel point ce sont des chiens fidèles de quiconque gouverne. Et est-ce que Macron avait prévu ça ? Je ne pense pas. Personne n'avait prévu en fait que le nouveau Front populaire allait surgir. Absolument. Et je pense qu'en tout cas, on ne peut pas. Si vous prenez tous les groupes parlementaires qui vont exister, et si vous faites des petits calculs, pour l'instant, il n'y a pas d'accords électoraux possibles. Et la seule chose qui est certaine, c'est que personne ne veut travailler avec le Rassemblement national, et que Manuel Bompard a eu le culot aujourd'hui d'expliquer qu'il était quasi obligatoire que le président de la République choisisse le Premier ministre parmi le groupe le plus nombreux à l'Assemblée nationale. Il a ajouté LFI. C'est faux. Non, mais évidemment que c'est faux. Mais comme si le Rassemblement national n'avait pas précisément 2 fois plus d'élus que LFI. Donc il y a là surtout une volonté de maintenir. Moi, je ne suis pas du tout certain qu'il y ait un boulevard pour Marine Le Pen. D'une part, il va falloir
redynamiser tous les électeurs qui ont voté pour Jordan Bardella et qui sont peut-être déçus et dépités. Il va falloir professionnaliser à mort le mouvement. Il va falloir se professionnaliser elle-même. Et il va falloir pendant 3 ans résister à tous les assauts que le système va faire pleuvoir sur le Rassemblement national. Mais je pense que le système n'aura pas les moyens de faire pleuvoir des assauts sur Et le l'Arcom. Rassemblement national. Moi, j'attends avec impatience que l'Arcom bien va sûr, faire, bien par sûr. exemple. On a un gouvernement des Alors, juges. moi, je suis Xavier Van Lierde. tout à fait d'accord avec Philippe Ménard. Le système a senti passer le vent du boulet. Il s'est en plus enfermé dans une sorte de psychose et de peur collective totalement irrationnelle, mais il a mis aussi par là même un récit qui permet, à mon avis, la répression à tire-larigot. Et je pense que les 3 années qui vont venir vont être extrêmement dures, non seulement pour le Rassemblement national, mais par tout ce qui, de près ou de loin, participe d'une droite nationale en France. Et on se prépare, à mon avis, des semaines, des mois et des années extrêmement dures, puisque face à une force dont on nous a expliqué, et avec un unanimisme délirant et totalitaire justement, qu'elle menaçait les institutions, eh bien face à une telle force, tout est permis. Est-ce faire Et ils assaut ont- dialectique que de dire que c'est précisément parce que la droite nationale, Marine Le Pen, etc., vont probablement prendre dans la gueule beaucoup dans les semaines, mois qui viennent, etc., que c'est peut-être pour cela qu'elle a un boulevard qui peut s'ouvrir devant elle, dans le cadre d'une force de contestation, de protestation du système, et en partie d'adhésion, sans compter que pour pouvoir arriver, il ne faut pas simplement qu'il y ait une autoroute qui s'ouvre, il faut aussi pouvoir aller jusqu'au bout du chemin, et c'est peut-être en cela que la professionnalisation, il ne faudra pas continuer comme ça, il faudra continuer avec la bonification, la qualification et toutes les choses qui auront été retenues et qui n'ont pas été retenues lors de cette élection. Et je vais ajouter que je parlais du boulevard pour les lecteurs moyens, mais effectivement, je suis complètement d'accord avec Xavier Van Lierde que toutes les associations militantes qui œuvrent pour le bien commun, tous les médias comme Radio Courtoisie, on va subir avec Ça, c'est sûr. un député comme Raphaël Arnaud qui nous veut que du mal. Tous nos amis peuvent s'attendre à une dissolution. Mais ça Oui. n'empêche pas. Alors- Ça n'empêche pas. Ça peut être la condition sine qua non d'un durcissement d'un côté, d'une radicalité Mais de l'autre. c'est ce que je pense. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on va devoir faire attention à nous, précisément, parce qu'il n'y a pas que le GUD, il n'y a pas que Génération Identitaire. Là, il y a eu une espèce de focalisation, de responsabilisation du système qui a attaqué les médias de droite, notamment CNews et l'Empire Bolloré, mais Radio Courtoisie fait aussi partie des cibles. On le sait, hein, on a des rapports réguliers avec l'Arcom. Et on sait que des politiques de gauche peuvent nous en vouloir gravement, suffisamment pour vouloir notre disparition. Donc il faut faire très attention et précisément se préparer, se donner les moyens d'exister, de continuer à survivre en cas d'attaque structurée. Voilà, il faut vraiment prendre soin de veiller à notre survie. Je ne sais pas si on avait fini avec ça. Je voulais faire une petite citation Benoît Aglon. de Foch. Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j'attaque. C'est clairement une illustration rationnelle de la théorie de la connerie de Macron, de la dissolution. C'est du Foch, donc c'est très bien. Et finalement, en fait, c'est peut-être la politique du pire. Donc j'ai envie de dire que pour la droite et les différentes droites, effectivement, ne pas passer son tour aujourd'hui, avec un risque de mise sous tutelle de la France, je pense que je préfère qu'effectivement ce scénario grec soit fait pour la droite, soit fait pour la droite et non pas pour les Oui, gauche. c'est ce que disait d'ailleurs un auditeur en début d'émission. Est-ce que finalement nous n'avons pas la meilleure configuration pour le Rassemblement national? C'est-à-dire qu'il va pouvoir être fort, 2 fois plus de députés qu'il y a encore quelques jours, Avoir de l'argent. dans l'opposition, et donc non comptable de toutes les petites saletés que Macron voulait lui faire subir pendant 3 ans, ou au moins 1 an. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment cette fameuse grenade découpillée, c'était de démolir le RN dans la perspective de 2027. Finalement, le RN n'est pas en mesure d'exercer des responsabilités. En revanche, l'Assemblée est rigoureusement ingouvernable. Donc, ceux qui En courent- attendant qu'une coalition surgisse. Oui, mais alors, j'ai du mal la à croire coalition en de gouvernable qui que ça, hein. Ça va être rapide. Bah, La Finalement, coalition pas de... si ingouvernable que ça, à mon sens. Sauf avec un gouvernement d'extrême centre.
Bah Ce oui, serait avec ça. un gouvernement Quoi, gauche et centre. mais Non, ça peut combien de être une temps- coalition qui combien de temps s'entend sur le peut-il plan durer structurel et sur le plan politicien. Je crois que toutes les forces politiques du système sont prêtes à s'accorder et à montrer un visage tout à fait souriant de la politique qui est la leur. En revanche, pour les retombées de ce que verra le complot français pour lui-même en termes d'immigration, d'insécurité, de pouvoir d'achat, etc., ils verront bien que ce gouvernement de coalition, cette transformation à l'essai finalement du Front républicain, est une aberration, est un marchepied vers une décadence encore plus forte. Et donc, ça peut finir de démonétiser et peut-être même de donner un peu de courage ou en tout cas de lassitude à tous les auditeurs, à tous les électeurs qui n'ont pas eu justement l'envie ou le courage de voter pour une alternance authentique et qui ont préféré voter par exemple LFI quand ils étaient macronistes ou Macron alors quand ils étaient LFI. Parce que même un auditeur de LFI, décidément, un électeur de LFI pourrait même voter RN finalement, parce que est-ce qu'il n'y a pas plus de choses qui le rattachent au RN qu'à Macron? Là, vous me tendez la perche, Peut-être, je ne sais pas. Pierre-Alexandre. Je ne vais pas en rajouter, mais il est évident visiblement, qu'à non. partir du moment où Pascal Perrineau et Nona Meyer avaient prophétisé en 95 ce qu'on a appelé le gaucho-lepénisme, étant un homme de droite, je serais un peu enclin à valider cette expression, mais on voit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que sur le plan national, social et populaire, il y a une majorité de Français qui se retrouvent dans les idées de ce qui aujourd'hui est le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, et cela ne va pas s'évanouir du jour au lendemain, même si le système est très fort. Il va y avoir coup pour coup, ça va être à mon avis une tentative d'ailleurs de dissoudre les idées nationales et de dissoudre peut-être le Rassemblement national pour essayer lui-même de l'agréger à son propre système. On va voir comment les dirigeants du Rassemblement national, comment Marine Le Pen réattaquent cette forme de politique qui est celle de la radicalité, ou si au contraire, elle mène une politique comme il y a eu entre les deux tours, c'est-à-dire une politique un peu pépère, un peu statique, et finalement sans véritable envie de gouverner avec toutes les qualités que cela suppose. Alors, on a Xavier Van Der, je voulais réagir ou on lit des messages? Oui, enfin, je pense que le gaucho-lepénisme, ça a existé. C'est-à-dire que des gens qui ont longtemps voté à gauche et qui votent maintenant RN, je pense qu'on a grosso modo à peu près fait le plein. Et ça a été facilité par la mutation quand même de la France insoumise, hein. Mutation totalement délirante. Il faut se souvenir non pas de la précédente campagne présidentielle, Mais celle d'avant. de celle d'avant. Ouais. Voilà, celle d'avant, où on avait vraiment une sorte de logiciel souverainiste de gauche. Il faut se souvenir que Mélenchon, dans certains débats, hochait de la tête en expliquant que oui, pendant que Marine Le Pen parlait. Tout ça est terminé. Ces gens-là, comme Kousmanovic ou d'autres, Kotarak, ont été virés et éliminés. Je parle des électeurs. Je parle des électeurs. Oui, mais c'est pareil. Dans ces meetings-là, les électeurs en ont les électeurs déjà Pas ont tous d'un conclu. coup, pas tous d'un coup. Voilà. Donc, Pourquoi y a-t-il Pas tous d'un coup. Pourquoi y a-t-il ça? Puis-je terminer, Arnaud? Les électeurs, moi aussi je parle des électeurs, ils ont déjà rejoint le RN. Ceux qui supportent encore aujourd'hui la France insoumise, alors que c'est un parti qui est plus islamo-gauchiste que gaucho-national, à mon avis, ne sont plus une cible. Et ça se voit puisque précisément ils sont capables de voter Macron contre le RN. Donc on pourra déployer tous les programmes sociaux. Tu as encore 20% de macroniens, de mélenchonistes qui votent pour Macron. Et tu Tu as 20% encore mélenchonistes. tu as 51% d'ouvriers qui votent pour le RN, et donc il reste encore 30% au moins de réserve qui pourraient voter pour le RN. Alors, on verra bien. Le plein des voix n'a pas été fait. Alors moi je pense vraiment que le gaucho-lepénisme c'est un fantasme si tu veux, Il y a de moins en moins de chômeurs, il y a de moins en moins de travailleurs, il y a de moins en moins de précarité, il y a de moins en moins les travailleurs, Arnaud, les travailleurs d'aujourd'hui ne sont plus les travailleurs du 19e siècle. Les précarisés aujourd'hui dans l'entreprise, la pénibilité au travail, la façon dont aujourd'hui la France vit de manière désocialisée, 10 millions de chômeurs, un agriculteur sur deux qui se suicide chaque jour. Enfin, on pourrait faire un diagnostic de la réalité du travail. On va voir si ça a baissé. Allez, en une minute. Les travailleurs aujourd'hui sont des gens qui sont soit artisans, soit auto-entrepreneurs, soit agriculteurs. Moi, je te parle des ouvriers, des employés et des salariés. Arnaud, il faut me laisser répondre. On laisse répondre Xavier, là, si tu veux Voilà. parler.
Les travailleurs dont tu parles, les travailleurs manuels, les gens qui ont de la pénibilité, pour l'essentiel, ce ne sont plus des salariés qui travaillent dans de grandes usines, parce qu'il y en a très peu, malheureusement. Les pénibilités, Ce elles sont- sont Arnaud, dans les multinationales, on laisse elles sont parler. dans les grands groupes financiers, dans les groupes comme Je vais L'Oréal. faire couper ton C'est- micro. C'est comme Mais- ça qu'il y a des- c'est là où il y a de la difficulté au travail et de la pénibilité au Faites-le travail. C'est pas uniquement dans les métiers manuels, ça effectivement Arnaud. c'est du 19e siècle. Et si on lisait les messages si on lisait les d'auditeurs. messages des auditeurs. Bon, il y a un truc intéressant. Les travailleurs dont on parle sont des indépendants qui ont surtout envie d'avoir moins de pression fiscale, de normes et autres. Non, Si tu ils, veux leur laisser- ils veulent être vivants. Ils veulent Bon, être Arnaud, en humains. fait, j'en ai marre parce qu'on. allez. on- Bah, t'en Ils veulent as être marre comme vivants, moi, j'en ai marre, mais- oui. Bon, allez, on va lire quelques messages d'auditeurs, ça calmera les esprits. Alors, je ne comprends pas pourquoi Arnaud Guyot-Janin et Xavier Van non, un député ne représente pas du tout sa circonscription à l'Assemblée, il représente la nation, telle est la Constitution. Alors, Oui, ils sont députés Après, de la nation. Après, il y a le Mais après, droit et la bon, pratique. oui. Hein. Oui. Voilà, oui, c'est vrai. Après tout, Il y a des réserves parlementaires. si je enfin, suis il y avait élu des fonds député, parlementaires. j'espère que les gens me demanderont me fileront des pots de vin Mais pour que je bien fasse sûr. des trucs pour eux, quoi. Voilà. Il y a 500 000 migrants qui arrivent chaque année, et donc dans 3 ans, il y en aura 1 500 000, dont une majorité sera naturalisée, et qui donc voteront à gauche. Bah oui, ça me semble le Enfin, plan. s'ils hein, votent c'est- quand même. Hein. S'ils votent. Alors, il y a un espoir, c'est que certaines zones très boboisées, notamment dans le Luberon, etc., ont beaucoup voté. En revanche, la Seine-Saint-Denis, qui est Oui. beaucoup moins boboisée, a très peu voté. Et ça, c'est tout de même un espoir. Alors en 2022, il y avait quand même la vieille école communiste en 2022 organisait quand même des barbecues Oui. au pied des tours pour Ils essayent, amener oui. les gens à voter. Mais ils se sentent tellement étrangers à nous que en fait, ça les fait très peu réagir. Et je reviens juste un moment sur cette évolution de LFI qui est quand même vraiment inquiétante. C'est-à-dire qu'en 2007, effectivement, on avait un parti souveraino-ouvriériste où se trouvaient des amis comme Kotarak ou Kuzmanovic, qui étaient déjà des amis. J'expliquais toujours à Kotarak qu'il était mon seul ami de gauche et qu'il avait tout fait foirer en passant au RN. Mais ensuite, l'équipe Kotarak-Kuzmanovic a perdu contre les wokistes, les militants LGBT, les intersectionnels, etc. Et maintenant, les intersectionnels et les wokistes et les LGBT ont perdu face aux islamo-gauchistes. C'est-à-dire tu me que laisses c'est vraiment une minute pour le Hamas. te répondre. Ah non, Non, mais une minute, je peux pas ne pas te laisser dire ça. 10 secondes. Allez, mais vraiment. La France insoumise, le mouvement wokiste, gauchiste, immigrationniste, est un mouvement que je combats. Bah, tant je mieux, parle des j'espère. électeurs. Mais je ne te mets pas en accusation. Je Ah parle bah, d'une évolution. Si, quand même, un petit peu quand même, parce que ça montre Ah, mais l'évolution. quand une équipe de la rugby France fait une mêlée, insoumise. elle ne parle pas de toi. Hein. Non, mais non, mais là, c'est pas le cas. Bah si. C'est pas, Mais tu je- parles pas d'une équipe de rugby. Donc je prends le mot tel que tu l'utilises et je te dis, à partir du moment où la France insoumise n'est plus ce qu'elle était, mais qu'elle est toujours, à mon avis, dangereuse dans sa transformation, je ne veux pas renouer avec ce qu'a été la France insoumise. Je dis simplement que les électeurs ne sont pas nécessairement calqués sur la France insoumise et qu'il peut y avoir encore des réserves Et moi, je parle de l'évolution du parti. ouvriériste Ah bah peut-être. qui peuvent encore exister au sein Oui, de ça l'électorat. existe. Je l'espère. Ils ont pas Alors, tous nous les allons cheveux donner verts. la parole Allez, aux auditeurs de auditeurs Radio Radio Courtoisie. Voilà, Et après, depuis Xavier. longtemps, Madame Le Pen a démontré son amateurisme par son incapacité à faire l'union de toutes les droites et à parachuter des candidats inconnus dans leur circonscription. Il serait bon que le RN devienne un parti démocratique pour que Madame Le Pen puisse se retirer et permette à toutes les droites de pouvoir enfin gagner. Je pense qu'ils sont quand même démocratiques. Hein. Ceux qui sont antidémocratiques sont ceux qui vont casser les places, les rues, dévaster les villes, etc. C'est pas- Cela dit, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, il serait peut-être bon que le Rassemblement national arrête sa politique systématique d'épuration des bons candidats locaux. Oui, Et des- peut-être des- travaille des à- cadres euh, locaux et et- travaille à ce qu'il y ait une implantation de cadres qui incitent les gens du coin à aller voter parce qu'ils ont personne sur le terrain. Ça, c'est vrai. Il faut bien pousser aussi que la France Insoumise, en fait, c'est aussi une association qui est dirigée et qui compte 3 adhérents. Alors, ils ont de quand droit. même beaucoup de militants. hein. Je dois De dire, droit. pour le coup, sur les marchés en Touraine, pour les quelques-uns que j'ai pu faire, il y avait très peu d'équipes du RN, mais les places de marché étaient quadrillées par les équipes de LFI, et y compris à Paris, où les gares étaient quadrillées par des équipes également qui venaient tracter, etc. Alors que le RN, malheureusement, il y avait rigoureusement personne.
Dans mon travail, nous avons reçu des mails de tous les syndicats pour nous dire de ne pas voter RN. Cela a été envoyé à tout le monde. Je ne comprends pas. Est-ce que les dés seraient pipés? Est-ce normal? Et surtout, est-ce que ce n'est pas de l'abus de bien social d'utiliser les ressources de l'entreprise pour faire des appels au vote? Eh ben, normalement, on n'a pas le droit, social. en fait. Les syndicats n'ont pas le droit de faire de propagande au sein de l'entreprise. C'est quand même grave, hein. Si j'étais. Alors, c'est cet grave. auditeur, je me Est-ce renseignerais. que quelqu'un va porter plainte? Nous ne savons pas, mais une autre personne nous dit que, à son avis, il y avait 3 millions de procurations qui devraient être vérifiées, mais que les relevés précédents montraient qu'il y avait des votants inexistants. Alors, est-ce que vraiment il y a fraude? Alors, je ne sais pas. J'avoue que là, je n'ai pas de renseignements. On a fait un grand sujet dans Ligne Droite la semaine dernière sur les fraudes. Ce matin, on est revenu dessus, au moins sur les irrégularités. Je ne sais pas si on peut parler de fraude, mais il y a au moins de graves irrégularités, et notamment en ce qui concerne le vote électronique, mais aussi des déplacements de bulletins. Par exemple, un ami, qui est membre de Radio Courtoisie, dans sa circonscription, a trouvé les bulletins de vote du candidat RN, mais de la circonscription voisine. Ce qui fait que tous les bulletins mis dans l'urne eh bien, étaient nuls. faux. Et là, heureusement, lui s'en est aperçu et ils ont fait un recours. Mais des choses comme ça existe. Voilà, donc il faut faire très attention. Madame Le Pen ne gagnera pas en 2027 car elle n'a pas les capacités pour gouverner, il ne les aura jamais. La majorité des Tandis Français que Macron, ne votera pas pour elle. Seule possibilité d'une victoire de Marine Le Pen, un effondrement de la Ve République. Personne alors ne sera en face d'elle, puisque l'on changera de régime par un événement amenant à la fin de ce régime. est-ce qu'on n'y est pas un tout petit peu, là, quand même, dans cette ambiance de fin de règne? Non. Est-ce qu'on le souhaite aussi? Est-ce qu'on le souhaite aussi? Oui, je ne sais pas. Le RN n'est pas à la hauteur avec une Marine et un Bardella. Non mais moi je souscris Adrien un peu Renoir. je peux souscrire à ces propos-là, mais trouver quelqu'un d'autre. Enfin les gens Oui, sont voilà. drôles. Oui. Non, puis est-ce que sincèrement, Les est-ce gens- que les gens Mélenchon sont et dépités surtout. est-ce que Mélenchon et Rima Hassan sont à la hauteur? Excusez-moi. Non, mais voilà, Est-ce c'est- que Attal et Macron sont à la hauteur? En termes Ah, de je suis diplôme, désolé, c'est- pour Attal, non. En termes de diplôme, oui. Bon. Non, mais on s'en fout. Même, il paraît que Manuel Bompard a fait sa thèse sur l'écoulement des fluides en Génial. aérodynamique. Enfin, Super. et en quoi est-ce que ça le qualifie pour être français, sentir l'âme de la France et être capable de mener une politique nationale? Mais c'est quoi ce discours pétainiste? Mais non, mais honnêtement, voilà, c'est comme le Mozart de la finance, là, qui est l'Aya Nakamura de la politique parlementaire. Je veux dire, en quoi est-ce que le diplôme a jamais valu capacité à diriger un pays? Moi, je me souviens mais très c'est bien de l'absence de Louis diplôme, XI, il n'avait d'abord. pas fait d'études, ça marchait très bien. Il n'avait pas fait l'ENA. Non. Bon. Encore des messages? Oui, encore des messages, parce que là, on dit des bêtises. D'après vous, combien aurons-nous de musulmans électeurs supplémentaires en 2027? 1, 2, 3 millions? 2027, à raison de 300 000 par an. Bon. Ils ne sont pas tous musulmans. Alors là, Ils sont- le message est assez bref. Courtoisie, avez-vous dit? 3 points de Oui, ça, d'interrogation. merci de nous le signaler. Ça, c'est quand tout le monde parle les uns au-dessus des autres et se disputent. Non, on se dispute pas. On débat. Mais non, c'est viril. Voilà. Soyons réalistes. Tant les socialos, les LR, les macronistes, tous ces gens-là préfèrent les ministères à l'hôtel de Fresnes. Tout cela vaut bien une mélenchonnade, une corruption qui n'en est pas une, dans ce système fait par et pour les moutons sans cervelle. Il suffisait de voir comment les LFI se comportaient depuis leur entrée au Palais Bourbeux. Je ne connaissais pas le Palais Bourbeux. C'est bon, ça. C'est très Moi, joli. si, je connais. Voilà. Ça nous ramène aux années 30. Le plus beau de ce spectacle de cirque, c'est d'avoir réussi à revendre aux bourgeois le front popu qui a réussi en son temps à faire le lit d'un véritable facho. Attendons-nous donc au pire. Quel facho. Comment Chambre du s'appelle Front populaire a donné naissance. Comment donné s'appelle plein le de Premier pouvoir ministre Pétain. du maréchal Pétain là Ah, Laval. Laval. Oui. Président Voilà. du Conseil. Président du Conseil. Il n'était pas fasciste pour un clou. Non, absolument le pas. problème. Radical socialiste, Ah ouais. pacifiste. Oui, Faut mais pas tout après, confondre. après, ça a été un enfoiré une fois qu'il a été à la tête du C'était pays. pas un fasciste. Ça peut être- vous avez ça l'air peut de être dire- Radical socialiste, Oui, oui, on ça avait peut être- déjà je eu suis en train deux de ans. dire- je suis en train de dire que les fascistes sont des gens mauvais. Pierre-Alexandre Exactement. Bouclet. Vous êtes en train Quel d'insinuer que. Je fais de la fascistophobie primaire, bravo, mais voilà. hein. C'est En plus, Laval, j'ai beaucoup de. Je le porte pas dans mon cœur particulièrement, mais je trouve qu'il a vraiment fait ce qu'il pouvait. Qu'est-ce que vous disiez sur l'Arcom tout à l'heure? Laval est une très jolie ville. Il faut voir le film d'Yves Ouais. Boisset, 12 balles dans la peau pour Pierre Laval, qui est très honnête, Oui, oui, pour un homme de gauche. Il a fait tout ce qu'il pouvait, à mon avis, dans les circonstances qui étaient les siennes. Et sincèrement, quand C'est on exactement voit, ce que Macron est en train de dire. quand on voit la lâcheté avec laquelle nos dirigeants se comportent aujourd'hui,
franchement, on n'a pas de leçon à donner aux gens qui nous ont précédés. Vraiment pas. Seul le point bloc commun- RN présente une homogénéité, n'est-ce pas un signe positif, alors que le Front républicain est un pot pourri composé d'un ovni mélanchoniste qui va se désintégrer en rentrant sur Terre. Ah bah, je suis bien d'accord. On a fait un sondage à Radio Courtoisie sur les réseaux sociaux demandant combien de temps allait durer le nouveau Front républicain. On avait dit 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Et là, ça peut être 3 jours, en effet. C'est vraiment en train de partir. Un mot de quelqu'un Xavier Pas sur les courriers, mais Vous voulez revenir sur la- Oui, je crois qu'on n'est pas Ouais, vraiment ah, allé d'accord, au vous fond, n'étiez au pas fond sur d'accord. cette question Alors, ouvrière. non, T'as alors, quelque sur chose le à dire libéralisme aussi. je vais dire quelque chose, et Arnaud, tu n'es pas concerné, tu n'es pas obligé de répondre. Pas mal, C'est pas juste mal, pour- pas mal. Non, Ah bah ouais, tu n'es mais pas obligé de attends, répondre parce que tu n'es pas visé, mais je trouve que c'est vraiment une étude qui était très intéressante. Donc c'est un sondage, certes, sur les intentions de vote, mais enfin très intéressant, au lendemain du premier tour, et par catégorie socio-professionnelle et même par métier en quelque sorte. Et donc ce qui est super amusant et intéressant, c'est que le Rassemblement national est quasiment hégémonique dans les catégories suivantes. Quand je dis hégémonique, ça commence à 75% quand même. Chez ouvriers spécialisés artisanat, ouvriers spécialisés industrie, bon, policiers et militaires, chauffeurs, ouvriers qualifiés de l'industrie, pour ceux qui en restent, ouvriers qualifiés de la manutention, ouvriers agricoles, ouvriers qualifiés de l'artisanat, artisans, etc. Et donc là, je suis parti à 75, ensuite on enlève à chaque fois en 2 points, on termine à 45. En tout cas, jusqu'à ouvrier de la agricole, il fait plus de 50% des intentions de vote. Les seules catégories dans lesquelles toutes les gauches, l'ensemble des gauches, parvient à obtenir plus de 50% des gens de cette profession aux catégories socio-professionnelles, on a étudiants et lycéens, instituteurs, professeurs des écoles et professions des arts et spectacles. Fascinant. Nous n'avons pas les mêmes chiffres. La sociologie de l'ensemble des... Mais je parle pas de toi, Arnaud. Allez, moi je te réponds quand même. Les seules professions, je répète, où l'ensemble des gauches, pas que les filles, dépassent les 50% d'intention de vote, c'est donc étudiants et lycéens, instituteurs, professeurs des écoles et professions des arts et spectacles. C'est quand même absolument magnifique. Et quelle est cette étude, alors ? C'est une étude pour le CEVIPOF et qui, Le Centre d'études de la vie politique française. Et voilà, qui effectivement, dépend de Sciences Po, avec la Fondation Jean Jaurès, l'Institut Montaigne, et Ipsos, c'était un sondage au lendemain c'était au lendemain de la dissolution. Voilà. D'accord. Ce que je trouve intéressant dans ce sondage, c'est un point. Enfin, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que, par exemple, le vote progresse chez les instituteurs et les professeurs des écoles et les professeurs de collège et lycée. Le vote RN. Donc, autrement dit, l'un des bastions de la gauche est en train d'être grignoté par le RN au point que le tabou a sauté et la parole s'est libérée et qu'on arrive à parler RN sans se faire casser la gueule dans la salle des profs. Moi, je voudrais donner mon avis dans cette émission. Vous pourrez rebondir si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais je pense que ce que l'on vient de dire sur ce vote des professeurs est tout à fait comparable géographiquement au vote de la Bretagne. C'est-à-dire que nous avons des groupes, des populations, qui pendant toutes ces années où des gens comme nous échignions à dire attention, ça va péter, attention, il y a du danger, attention, il y a quelque chose, on dit fasciste, nazi, ordure, etc. Eh bien, ces gens commencent à être confrontés aux problèmes que nous dénoncions dans les années 90, c'est-à-dire notamment l'immigration de masse, l'insécurité. Et bizarrement, ce n'est pas à cause de CNews, ce n'est pas avec Radio Courtoisie ou avec le JDD que ces gens commencent à voter RN. Eh oui, deux ou trois têtes coupées et crac, ça y est. Ils commencent à se faire une rencontre entre ces bassins nouveaux d'électeurs RN et les problèmes que nous dénoncions il y a déjà 30 ans. C'est-à-dire qu'ils commencent à rencontrer des immigrés pour de vrai. Et ce corollaire qui, chez certains immigrés, parmi les moins gentils, est l'insécurité de masse. Voilà. Mais c'est la rencontre à 90 km/h avec le mur de la réalité. Ouais. C'est tout à fait ça. Je voulais aussi soulever les choses, c'est que effectivement, au niveau des jeunes,
Lesquels de jeunes les jeunes comment Avec leur accent les jeunes circonflexe au fin fond de la campagne, Ah oui, voilà. les vrais jeunes, oui. Eh bien, ils vont voter Bardella, voire même dans certains cas, la petite anecdote est croustillante, c'est lorsqu'ils vont voter pour les législatives et qu'ils voient pas le bulletin de vote Bardella, ils sont étonnés. Oui. Donc c'est quelque chose qui est assez marrant. Mais il y a un retour de la réalité, une claque qui revient au fur et à mesure à chaque décapitation, à chaque agression de petites filles, de petits garçons. C'est à chaque fois un point de plus pour le RN. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'il faut souligner. Et c'est le retour de la réalité. Et la France insoumise, dans les campagnes, c'est l'ancien vote ouvrier. Mais c'est aussi le vote, comme tu le disais, avec des enseignants, des gens qui sont quand même bien protégés. Et dans les villes, c'est le vote du pardon pour ceux qui nous écoutent, mais du Digital Marketing Manager spécialisé en UX, UI, qui mange vegan au centre-ville de Paris. Le Chief Happiness Officer cher à Philippe Ménard. Absolument. Et le deuxième enseignement, c'est quand même ce vote prépondérant des jeunes. Parce que quand on parle des jeunes, en fait, il y a les jeunes professionnels qui votent effectivement RN, mais il y a ceux qui sont encore dans le système éducatif et qui, eux, votent massivement à gauche. Et là, pour moi, c'est vraiment une inconnue dans 3 ans. Est-ce que ces gens-là vont, je parle des lycéens qui ne sont pas encore en âge de voter, vont accéder au vote et donc vont voter massivement à gauche, ou bien est-ce que là aussi la lumière se fera, ou bien est-ce que avec un ou deux stages ratés, un épisode de SNU où ils auront rencontré une classe un peu plus bigarrée que la leur, et ils se sont fait un peu racketter. Il y a un article qui vient de paraître dans les grands quotidiens de référence sur le SNU et les douleurs de certains lorsqu'ils sont mélangés à des classes moins bien préparées qu'eux. C'est quoi le SNU? Le service national universel. Ah, d'accord. C'est la grande idée de Macron, voilà, où c'est un service obligatoire qui n'est pas obligatoire, C'est la réservé à colonie de tout le monde. vacances. Voilà, et donc sur ces 3 catégories-là, à part la culture qui est définitivement perdue, on a un bloc qui est en train de se fracturer et un bloc là qui est une inconnue majeure sur est-ce qu'ils vont rester dans une idéologie ou est-ce que ce mur de la réalité Oui. dont parlait Il s'agit Benoît de va vraiment grandir les à un moment frapper. donné. Non, mais à chaque fois sur les jeunes, c'est- Xavier Van Bon, Lier. à chaque fois sur les jeunes, en fait, on a la même question. Est-ce que c'est une question d'âge ou une question de génération? C'est une question Si d'âge. c'est une question de génération et qu'ils vont rester gauchistes à vie parce que cette génération est de gauche, ça s'est déjà vu là. Après tout, ce qu'on appelle les boomers 68 arts, ils sont quand même Pas restés tous, pas assez tous, longtemps. pas tous. Oui, mais enfin pour beaucoup quand même. Et ça a pesé largement sur la vie politique française pendant 30-40 ans. Et semble-t-il quand même pour l'antifascisme de la jeunesse et les slogans la jeunesse emmerde le Front National, c'est beaucoup moins le cas parce qu'on voit quand même beaucoup de témoignages, mais beaucoup de témoignages de gens qui disent « Ah ben moi en 2002 j'ai manifesté contre Jean-Marie Le Pen, mais aujourd'hui je vote RN ». Donc je pense qu'il y a un phénomène d'âge et c'est un âge un peu grégaire aussi. Et ils sont décomplexés, c'est-à-dire ils n'ont plus les complexes. Et pas tout à fait confrontés aux réalités. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Philippe Ménard, 1 ou 2 stages ratés plus tard, quelques années de chômage, et puis la perception du monde change. Ce qui Arnaud explique Guyogenin. aussi la décomplexion des gens qui votent RN aujourd'hui et depuis maintenant un certain temps, depuis que Marine Le Pen a repris les rênes du Rassemblement national, c'est que Jean-Marie Le Pen n'est plus là et que dans les années 80, il y avait un certain nombre de choses qu'on pouvait dire qu'on ne dit plus. Il y avait une ligne rouge, il y avait l'enfermement qui existait, mais il y avait aussi la liberté de ton, la liberté de parole qui n'existe plus. Alors évidemment, aujourd'hui, on se permet de dire certaines choses qu'on ne permettait pas de dire à l'époque. Alors, je suis Adrien d'accord Renard. avec Arnaud Guyogenin, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, les jeunes, comme on dit, ils n'ont plus toutes ces références et ils n'y connaissent plus rien. Donc en fait, Ils s'en moquent. ils s'en moquent complètement. Pour C'est-à-dire que eux, pour eux, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, déjà, ça n'existe plus. Enfin, je suis parfois atterré par mes rencontres avec des jeunes normaux, pour qui, par exemple, Marine Le Pen, c'est vraiment comme Pierre Laval pour moi. Vous voyez, donc c'est vraiment du passé. Mais En vous fait, ad- ce qui est pour eux le présent, c'est Bardella. Point Vous final. admettrez que, et je ne citerai pas la formule, mais il y a une certaine question sur laquelle on ne peut pas parler, Ouais. et c'est cette question qui fait que malheureusement, la liberté de parole et sur d'autres sujets ne sont pas possibles, alors qu'à l'époque, aujourd'hui, c'était rendu possible, alors même qu'on ne pouvait pas en parler. C'est tout le paradoxe de l'époque et de l'époque d'aujourd'hui. Moi, je pense que la vraie différence pour les jeunes, à mon avis, entre 2002 et aujourd'hui, c'est que les difficultés se sont
vraiment radicalisé. C'est pas les idées qui sont plus radicales, c'est que les difficultés, les jeunes de 2024 ne vivent pas dans le même monde que les gens de 2002. Vraiment pas. Je parlais juste de la décomplexion. Hein. Je parlais de la décomplexion du discours. Je ne te parlais pas, Arnaud. Je ne te critiquais pas. Mais je sais très bien que c'est pas toi qui. Je sais très bien que c'est pas à toi que tu te. Je crois qu'il plaisante. En général. Je crois qu'il plaisante. Pour rire. Tu veux me faire sortir de mes gonds, tu as réussi. Mais non, il plaisante. Bravo. Allez, on va parler de. On va laisser donner la parole aux auditeurs. Je vous laisserai 1 minute pour conclure. Voilà. Alors. Je vais en lire 2, Président, parce qu'il n'y a pas de raison que je ne fasse pas un caca nerveux. C'est vrai. Comme disait Staline, ce qui compte, ce n'est pas comment les gens votent, mais qui compte les bulletins. Voilà. Et alors, surtout, ne pensez-vous pas qu'il devrait y avoir au sein du Rassemblement national un pôle formation qui formerait les futurs élus à maîtriser leur langage pour être reconnus totalement au sein de la population et donc être crédibles sur le plan de la déontologie? C'est une très bonne idée, ça. Sur le plan de la déontologie, je vois pas ce qu'on peut leur reprocher. Je pense que ce que veut dire l'auditeur de Radio Courtoisie, c'est qu'il faudrait qu'ils se forment un peu plus. Et qu'ils évitent de dire des sottises devant les caméras. Oui, voilà. oui. Mais bon, alors ça encore, c'est vrai, et on peut toujours progresser. Pourquoi vous dites un peu plus? Ils sont vraiment formés? Oui, quand même. Il y a des vrais centres de formation. Après, encore une fois, sur l'ensemble des candidats et des territoires, on ne peut pas forcément trouver toujours une perle rare, mais ça n'est vrai nulle part. Je vous rappelle quand même chez les macronistes, les dingos qu'on a trouvés, c'était phénoménal. 2017, c'était formidable. Des gens recrutés sur Internet, en ligne, avec un petit formulaire à faire, et résultat, on s'est retrouvé avec une bande de fous furieux. Donc, évidemment, on n'est jamais content des partis pour lesquels on vote éventuellement si c'est le RN, mais si on se compare... L'avantage des anciens partis, je pense PS, PC, mais aussi Républicains, c'est qu'il y avait des vraies structures. Avant, oui, il y a des vraies structures et des vraies formations, notamment au niveau de la droite. Je pense aussi à l'UNI, la droite universitaire, qui est aussi un vrai centre de formation. Et aujourd'hui, à partir de ces partis qui sont sui generis, eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment de colonne vertébrale. Moi, j'ai du mal à voir le parti en dehors de... Le parti RN... Pardonnez-moi, le RN a surtout foutu à la porte un nombre incroyable de gens qui avaient du talent. Mais voilà. Mais je vois mal le RN en dehors du duo Bardella-Le Pen. Est-ce que le RN existe? Est-ce qu'il y a un secrétariat général qui fonctionne? Est-ce qu'il y a des centres de formation, comme disait l'auditeur? Je ne sais pas. Si, il y en a plus que vous avez tout abandonné. Ils ont été démantelés suite à la querelle. Ça remonte, hein, c'est-à-dire que suite au départ de Bruno Maigret et d'autres, l'ensemble des structures de formation et de tout ce qui contribuait quand même à faire du FN à l'époque un parti de masse qui passait au tamis ses militants, qui avait énormément de militants qui les passaient au tamis pour repérer qui pourrait mailler le territoire, etc., etc. Tout ça a été entièrement démantelé jusqu'à ce qu'il n'y ait même plus de Front National de la jeunesse où on pouvait repérer quand même des pépites, démantelé, mais récemment rebâti, mais il est un peu tôt pour en voir les fruits visiblement. Quand même. Absolument. Alors, sur ces propos pleins d'espoir, Xavier Van Lierde, merci. Merci Philippe Ménard, merci Arnaud Guyojanin, Benoît Aglon, Adrien Renoir et merci à Stéphane à la technique. Cette émission touche à sa fin. Vous retrouvez dans un instant Romain Petitjean pour la suite de cette émission. Et on se quitte sur une citation de Jean-Yves Le Gallou, qui était absent ce soir, qui nous disait qu'en 1978, la droite avait sauvé la mise grâce à un vote de peur par rapport à la gauche, le programme commun de la gauche, le PCF à 20%, etc. Et qu'en 1981... Mitterrand remportait les 3/4 des sièges à l'Assemblée nationale. Donc c'est un message d'espoir. Peut-être qu'en 2027 ou avant, le courant pourra à nouveau s'inverser, mais dans un sens légèrement différent à celui du mitterrandisme. Sur ce, à la semaine prochaine.